Bonsoir. Les sanctions prises contre le Mali lors du dernier sommet extraordinaire de la CEDEAO ne font pas toujours l'unanimité. La communauté internationale reste divisée sur la question. Et à quoi devons-nous nous attendre dans les prochains jours? Eh bien, on va en débattre tout à l'heure. Et ce soir, il sera question d'enseignement supérieur et de transformation agricole en Côte d'Ivoire. Pour en parler, nous serons en compagnie du professeur Maurice Diabaté. Il est président du groupe Université Nord-Sud Institut, FAMA. Et il sera en notre compagnie. Analyse, débat constructif. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, c'est dans notre Live Talk. Bienvenue. Oui, on est très heureux d'être en votre compagnie. En fait, vous voyez les tasses là, hein, qui apparaissent à l'écran, parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Les téléspectateurs ont vu deux tasses là, tu vois, les mugs là. C'est pour dire qu'il y a vraiment des choses dedans. Tu vois, c'est pas juste un truc pour le décor. Sur certains plateaux, je tiens à le souligner, il y a absolument rien dedans. Mais là, vraiment, sur ce plateau, on fait pas semblant de boire. Vous ne faites pas semblant de boire, c'est ça, exactement. Bonsoir Yana, comment allez-vous? Ça va très bien, bien, comme d'habitude. Merci, vous illuminez ce plateau. Tu es beau aussi. Merci Rihanna, il faut le dire encore une fois. La petite minute, tu es beau, Brice. Merci Rihanna, merci beaucoup. Alors, vous pouvez ne pas le dire, ça ne me fera pas du tout mal. André, bien, je ne le ferai pas. Bon, bonsoir André, comment allez-vous? Bonsoir Brice, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Et merci en tous les cas de continuer d'être avec nous pour ces grands débats autour de notre vie de tous les jours. Surtout qu'ils sont plus nombreux maintenant. Ouais, de plus en plus nombreux. Oui, on oublie ceux qui nous regardent depuis toute l'Afrique. C'est ça. Francophone. Vous avez les salutations de quelqu'un de Cotonou, c'est cela? Oui, ça fait plaisir. En tout cas, bisous à tous ces pays qui nous suivent et qui sont avec nous. Merci de votre fidélité. Et puis on suit de plus en plus à l'intérieur du pays. Je pense à M. Koulibaly, qui est secrétaire principal de l'UFRCMS à Boaké. C'est un fan, quoi. Il m'en a parlé il y a seulement 2 jours. Vous voyez Lysée Boulou-Boy, on vous en a voulu pour rien. Vous qui faisiez quelques dédicaces de temps. Non, parce qu'on a ouvert une petite séquence. Mais il ouvre sa propre séquence. Oui, c'est ça qui est grave. Bonsoir Lysée, comment ça va? Bonsoir Brice, je vais très bien et vous? Ça va très bien, merci. En tout cas, j'ai la pêche parce qu'en arrivant sur ce plateau ici, j'ai eu écho de ce que les éléphants étaient en train de mener. Très bien. Ah ouais. Et je crois que les données n'ont pas changé, mais peut-être plutôt se sont améliorées, j'espère. 1-0 toujours pour la Côte d'Ivoire et ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir, ça motive, ça motive. Bon, allez, on va parler des choses, les choses de la CEDEAO. Non footballistiques. Ils sont forts les Ivoiriens, ils ont commencé à créer des choses de la honte. C'est ça, aux éléphants on a envie de dire, évitons-nous les choses de la honte. Donc pour l'instant c'est 1-0, on espère que ce sera comme ça jusqu'à la fin où on marquera au moins un deuxième but. Bon, je suis désolé pour nos téléspectateurs de Guinée équatoriale, mais bon voilà. Nous on est Ivoiriens, on ne peut pas faire semblant. Voilà. Côte d'Ivoire on fait la politique de sa chapelle, excusez-moi. La communauté internationale n'arrive toujours pas à s'accorder quant aux récentes sanctions de la CEDEAO contre le Mali, mais que faire dans un tel cas de figure? On en parle maintenant. Eh bien, division donc déjà au Conseil de sécurité des Nations Unies. Mardi dernier, donc, il y avait une réunion de ce conseil-là. La France et la Grande-Bretagne, elles, soutiennent la CEDEAO. Les États-Unis au Conseil de sécurité, Ghana, Kenya, Gabon en faveur des sanctions. La Russie, la Chine contre les sanctions. La France et l'Union européenne soutiennent les sanctions ouest-africaines. L'Algérie prône la voie de la négociation. La Guinée-Conakry, pas concernée par l'application des sanctions contre la CEDEAO. Colère de la société civile malienne contre le Mali. J'ai dit quoi? Contre la CEDEAO, donc contre le Mali. Merci beaucoup, André. En Côte d'Ivoire, Alpha Blondy, Soro Guillaume et le PPACI sont opposés aux sanctions de la CEDEAO. Et puis, voilà. Donc, ça part un peu dans tous les sens. Il y a des réactions concernant ces sanctions-là. Oui, il y a beaucoup de réactions. Enfin, comme toujours, moi, je reste toujours attaché à la démocratie. Je pense que c'est une très bonne chose que les uns et les autres réagissent pour donner leur avis et surtout pour préciser pourquoi elles sont contre ces personnes-là. Parce qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Il y a ceux qui sont contre parce qu'ils pensent que les sanctions vont faire plus de mal aux populations. Et puis, il y a d'autres qui pensent que, justement, le principe des sanctions, c'est que ça pousse la junte à revoir son agenda, à la limite même à se préciser à partir. Donc après, on peut commencer à discuter.
Et moi, ma position, elle est claire. Je pense que la junte n'a pas à être là où elle est depuis le début. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus sur les conditions dans lesquelles Ibeka est parti. Donc, la junte, quand j'entends des partis politiques sérieux nous parler de la junte comme si c'était un gouvernement légalement constitué, c'est la base, c'est le fondement. On ne peut pas commencer à considérer la junte. Ils sont là pour un moment. Donc, ils n'ont pas à nous faire des confusions entre, j'allais dire, leur propre destin et le destin du Mali. Ils ont pris un pays en otage. À ce moment, ce qu'on leur demande, c'est de dire, bon, OK, comme on nous sanctionne et que ça va impacter la population, nous revoyons notre agenda. Mais ils choisissent la fuite en avant et tout le monde se parle de... Non, mais vous dites, ils ont pris un pays en otage, ils ont surtout pris, enfin, de l'analyse de certaines personnes, leur responsabilité pour l'avenir de leur pays. Bon, n'hésite pas un pays, ils ont pris un pays en otage, comme s'ils venaient d'ailleurs. C'est les Maliens, ils ont décidé de prendre certaines responsabilités. Est-ce que vous avez l'impression, je souhaite que vous nuancez vos propos. Non, je ne peux pas nuancer, je reprends juste votre argumentaire. C'est comme si j'étais en train de me dire, si quelqu'un, un Ivoirien, décide d'arrêter le processus constitutionnel, eh bien voilà, il prend le pays en otage, il n'a pas besoin de venir d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a un processus démocratique qui existe au Mali. L'intrusion de l'armée est une intrusion antidémocratique. C'est le fond du problème. Donc les sanctions, c'est pour qu'ils se disent non, on ne veut pas de nous, parce que le Mali est inscrit dans des organisations qui ont des principes, c'est qu'on promeut la démocratie pour les peuples de la CEDEAO. Et c'est de ça qu'il est question. Très bien, vous avez précisé votre pensée. Rihanna, si. Ouais, et c'est tout à fait intéressant qu'André soulève ce point, parce que finalement, quand on regarde ces débats qui sont mitigés, certes avec des arguments permanents de tous côtés, on se rend compte que personne ne lève les yeux justement sur cet argument qui est quand même fondamental, et donc qui explique déjà d'où est venue la dureté des mesures de la CEDEAO. Personne ne recherche le fondement du problème, personne ne parle justement de cette durée qui est pour nous quand même, pour moi en tout cas, inacceptable, et sinon qu'on n'arrive même pas à comprendre sur quoi est-ce qu'on s'est basé, selon quels critères on a défini ces durées de 4, 5, 6 et demi années. Donc finalement, on s'écarte de ce qu'on devrait regarder réellement pour résoudre le problème, et puis chacun, avec ses arguments, essaie de faire pencher la balance de son côté. Dans tout ça, il y a la population malienne. Élisée Boloubé. Oui, justement, en fait, c'est cette situation qui est un peu, je dirais, dommageable dans la décision qu'a prise la CEDEAO, parce que, comme on le dit, la population devient du coup victime des effets collatéraux de cette décision-là. Parce que la décision, je pense que la CEDEAO, en la prenant, ce n'était pas forcément pour faire du mal au peuple, non, pas du tout, mais c'est pour contraindre un peu, donner une certaine forme de distorsion au régime, à la junte. Mais toujours est-il que, au regard de toutes ces sanctions, on se rend compte tout de suite que la population va en pâtir. Parce que quand on ferme déjà les frontières, ça veut dire qu'on suspend tout ce qui est transactions interétatiques. Or, nous savons que chez nous, ici, l'une des choses, en fait, ou du moins, l'un des dynamismes économiques repose en fait sur les échanges qu'on a entre États. Donc en fermant déjà, ça devient difficile. Or, les premières personnes qui, elles, sont victimes déjà de cette situation de suspension de transactions et autres, c'est tout de suite les populations. Parce que c'est elles qui sont vraiment concernées au premier chef par cette situation-là. Et c'est ce qui est un peu dommage. Mais comme le disait Rihanna, et moi je pense aussi que c'est quelque chose qui est juste, il faut à un moment quand même qu'on puisse laisser les considérations, je dirais, un peu politico-politiciennes et puis dire ce qu'on veut réellement pour notre continent. Aujourd'hui, en Afrique, on ne veut pas de militaires au pouvoir, un point, un trait. Il n'y a pas de débat là-dessus. Une situation est advenue, on n'avait pas prévu, on ne l'avait pas vu venir, c'est arrivé, mais on a la responsabilité à notre niveau de faire en sorte que cette situation-là soit le plus, c'est-à-dire qu'en termes de durée, soit vraiment abrégée le plus rapidement possible et qu'on vienne à une situation constitutionnelle ou une situation normale. Aujourd'hui, ce que demande la CEDEAO, ce n'est pas forcément qu'on fasse des élections sur tout le territoire malien, mais c'est que la transition soit conduite par des civils, en fait. Parce qu'on estime qu'une transition conduite par des civils est moins engageante qu'une transition conduite par des militaires. Ça, c'est déjà une des premières choses. Vous avez dit tout à l'heure, en Afrique, on ne veut pas de militaires. Oui. Bon, je vais dire, déjà, on ne veut pas de militaires. Au pouvoir, voilà, après, cette prise des armes, voilà, non démocratique, voilà, c'est ce que je veux dire. Très bien. Mais je reviens à la question, je vais dire, dans tout ça, il y a la population au Mali. Comment réagit cette population-là face justement au fait que cette transition-là, en tout cas la présence des militaires? Est-ce qu'on a vu de grands mouvements de protestation de la population malienne pour dire non, nous ne voulons pas de ces militaires-là? Parce qu'à un moment donné, ces militaires-là viennent se présenter comme étant la solution au problème que rencontre le peuple malien, c'est-à-dire par exemple, dans leur feuille de mission, c'est chasser les djihadistes qui font souffrir cette population-là. Boris, j'allais dire, je sais pas,
vous renversez le truc. En fait, les militaires, pourquoi on dit on ne veut pas des militaires au pouvoir? Parce qu'ils prennent en otage, je le reviens, des gens qui ont des armes. À un moment, bon, quand même, qui a envie de manifester de façon aussi dure contre un pouvoir? On le voit par exemple au Soudan. Le Soudan, on est même dans le même processus de transition. Les militaires ont fait en sorte que le Premier ministre civil a démissionné. Donc vous voyez, à un moment aussi, le peuple, ne pensons pas que parce que 2 ou 3 personnes manifestent, c'est tout le peuple. Les gens, en ce moment, ils sont terrorisés. Ils ne peuvent pas. Mais je ne dis pas que c'est le cas du Mali. Mais je dis juste que c'est bien pour cela qu'on dit les militaires. Et puis la preuve, si les militaires pensent qu'ils sont vraiment décidés à libérer le pays, je ne suis pas sûr, c'est en étant ministre de l'économie et des finances. C'est en étant au front, chef d'état-major, en élaborant des stratégies, et vous laissez les civils gérer le pays. Enfin, pour moi, c'est la moindre des cohérences. Excuse-moi, juste là-dessus. Parce que quelqu'un, j'ai entendu parler, quelqu'un me parlait du cas Idriss Déby, qui est militaire, qui a tenu... Non, mais ne mélangeons pas les contextes. En fait, je pense que ce à la limite, vous parlez de la façon dont les militaires arrivent. Oui. À partir de cet instant. Ou sinon des militaires au pouvoir, en fait, on ça peut être estime une solution. aujourd'hui qu'il y a une forme d'instabilité. Il y a une forme Brice, d'instabilité dans le processus qui est mis en place, qui n'est pas du tout démocratique. Donc ces militaires aujourd'hui, ils s'annoncent, vous l'avez dit, comme la solution aux yeux de la population. Que la population soit d'accord ou pas, ça n'enlève rien au fait que ce ne soit pas le vrai processus démocratique, et ça n'enlève rien au fait qu'on ne soit pas dans un processus normal en ce moment au Mali. Donc aujourd'hui, ceux qui sont là, donc en guise de membres de la transition, sont censés faire qu'on revienne à une situation plus normale très rapidement. André, pour revenir, André, avant vous, Élysée, donc on va résumer. Hein. Déjà, les militaires arrivent par un processus qui n'est pas démocratique. Très bien. Première mission de la CEDEAO, faire revenir l'ordre constitutionnel, ou en tout cas ramener le processus démocratique à son point de départ. Pour dire, on veut que l'ordre démocratique soit légalement constitué. On va dire C'est ça. Premier point. Second point, on va passer maintenant après un gouvernement de transition qui pourrait être civilo-militaire. L'idéal aurait été que ce soit porté par un civil. C'était un civil qui était là. Il y a eu un deuxième coup d'État des militaires qui ont enlevé. Ouais. Donc ça, déjà. Et ensuite, maintenant, on dit, bon, ok, d'accord, les militaires, vous êtes là, on laisse. Mais je voudrais faire une précision. Beaucoup disent, non, la CEDEAO, c'est les militaires qui ont laissé. Vous savez, c'est très difficile d'avoir, je dis, un pays qui n'aurait pas une présidence. En fait, ce ne serait plus un État. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on se dit, bon, on va accepter les militaires parce qu'il faut toujours qu'on maintienne l'État quand même. Et l'État, il faut que quelqu'un soit à la tête, qu'il soit militaire ou pas. Donc, mais comme on ne veut pas que ce soit les militaires, laissons quand même, pour une petite partie du temps, donc une transition. Donc ça, on est d'accord là-dessus. Tous les démocrates qui se plaignent aujourd'hui des décisions qui ont été prises, je ne les ai pas entendus quand ils ont enlevé IBK de façon antidémocratique. Ils étaient où? Tous ceux qui nous parlent aujourd'hui, où est-ce qu'ils étaient? Parce que c'est là le fond du problème. Dans un pays, si un président ne se comporte pas bien, il y a des moyens légaux pour le faire partir. On manifeste. Et c'est ce que les Maliens étaient en train de faire. Ils avaient un mouvement magnifique qui était en train de se mobiliser contre IBK. Vous venez, vous faites un coup d'État. Mais si le président part à travers un mouvement populaire, on a des mécanismes démocratiques pour organiser une élection. Je vois des gens qui défendent la Constitution aujourd'hui, sont en train de défendre les militaires. Mais enfin, écoutez, l'incohérence, il ne faut même pas qu'on en parle. Élysée Boulougou. Ok, moi je voudrais, tout à l'heure, quand vous étiez en train d'intervenir, Brice, vous êtes revenu sur, ou du moins vous avez porté l'argumentaire d'une partie de la population qui penserait que, bon, qui a essayé de faire une comparaison par rapport à Idriss Déby. Et très souvent, quand on est en train d'essayer d'aller de l'avant, on nous ramène toujours vers ces exemples-là. Faut pas qu'on perde de vue le contexte. Idriss Déby, le coup d'État qu'il a fait pour venir au pouvoir date de quelle année? C'est-à-dire, à un moment, il y a des États, et on sait le contexte dans lequel on était, en Afrique de l'Ouest ici, on sait que c'était une des régions qui était vraiment abonnée au coup d'État, à l'instabilité politique, que ce soit au Nigeria, que ce soit au Ghana, que ce soit un peu au Mali même, dont on est en train de parler. Mais à un moment, quand ces pays ont accepté de rentrer dans le jeu démocratique et qu'on a essayé de stabiliser, on a vu comment la région est devenue forte, économiquement. Pour votre pouvoir de gouvernement, même, je vous dirais que la CEDEAO aujourd'hui est considérée comme l'une des régions les plus dynamiques du continent au point de vue économique, parce que la plupart, surtout, quand la Côte d'Ivoire s'est retrouvée, quand ça s'est stabilisé depuis 2012, où ça a commencé à devenir beaucoup plus apaisé. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on veut justement. C'est-à-dire que les acquis qu'on a obtenus là, on ne veut pas les perdre avec l'instabilité d'un pays. Parce que quand un pays est instable, surtout comme le cas du Mali, avec le terrorisme qui est déjà dans le pays et qui menace même les frontières de tout le monde, si on n'arrive pas rapidement à retrouver une certaine sérénité et à maintenir le minimum, je dirais le minimum social, le minimum d'acquis qui est là, lui faire vivre comme il se doit,
et qu'on rentre encore dans des transitions comme ils le veulent, de 5 ans, de 6 ans, ou bien même de 4 ans, même de 2 ans militairement, je pense que ce n'est pas un bon signal. Et je veux revenir en fait sur les différents soutiens qu'on a vus et tout ça. Mais dupe est la personne qui aurait cru que les Russes allaient applaudir la décision de la CEDEAO, dans la mesure où eux, ils ont déjà une bonne partie de troupes au Mali, même si certaines personnes veulent le refuser. Une bonne partie. Même si, je dis qu'ils ont quand même des soldats. Non, ils ont quand même des soldats. Ils ont quand même des troupes là-bas, russes. Voilà. Donc, même si certaines personnes veulent le nier, mais c'est une réalité. Donc, eux, ils ne peuvent pas venir se faire harakiri. Ça, c'est une première chose. Et pour tous ceux qui savent comment fonctionne le Conseil de sécurité, on sait à chaque fois que les Occidentaux ont porté une résolution, il y a toujours eu ce repli, régulièrement, ce repli-là de la Chine et de la Russie. Mais quand on a progressé dans le fond, finalement, ils se sont alignés. Et je pense que c'est vers ça qu'on va partir finalement. Mais quand je vois aussi au niveau des partis politiques ou bien disons des organisations qui ont soutenu la Guinée, mais la Guinée ne peut que soutenir le Mali. Parce que la Guinée et le Mali sont dans la même situation. Le régime est dirigé par des militaires, des putschistes. Donc, si moi, aujourd'hui, je n'ai pas le courage de soutenir celui-là qui a fait les mêmes choses que moi et que je dis, mais demain, ce sera mon tour. Donc, ils sont très bien installés de soutenir ce régime-là. Entre les positions tranchées, il y a par exemple la position de l'Algérie qui prône la voie de la négociation. Que moi, j'ai trouvé assez responsable. Que moi, personnellement, j'ai jugé assez responsable. Et j'ai trouvé pour moi que dans la déclaration de l'Algérie, il y avait des pistes de solutions que les différentes parties devaient certainement explorer. Comme je le dis aujourd'hui, nous, on est un peu attristés parce que les décisions et les résolutions prises par la CEDEAO, les premières personnes à en pâtir, c'est le peuple, en fait. Ce sont les populations, en réalité. Mais sinon, ce régime-là, je pense qu'on peut trouver d'autres mécanismes pour les amener véritablement à comprendre que rapidement, il faut qu'on revienne à notre positionnel. André, on va tout de suite évoluer sur la question des solutions. On allait souvent sur le gel des avoirs des dirigeants. On allait jusqu'à dire que ces dirigeants étaient empêchés de voyager, mais il n'y avait pas de répercussions sur la population, ainsi de suite. Mais... Non, parce que n'oublions pas une chose, on a déplacé le débat et je pense que il y a il y a des personnes forcément très intelligentes et méritoires parmi ceux qui soutiennent aujourd'hui ou bien qui sont contre les sanctions de la CEDEAO, mais elles comprennent, ne faisons pas comme si on n'a tous pas compris que ces sanctions, c'est pour obliger la junte à réagir. Exactement, maintenant, merci. Puisque tout le monde parle du peuple, c'est à quel moment la junte peut nous dire, bon, nous, comme on ne veut pas participer à la souffrance du peuple, on part dans un an. Mais ces personne ne répond à cette question. Moi, je veux juste personnes qui comprendre. prennent ma place en tant que maman de la population et qui parlent du peuple, peuple. Mais finalement, personne n'arrive à raisonner cette junte pour qu'elle aille justement à une négociation. Ce que la CEDEAO a dit, on enlève une partie de ce que la CEDEAO a dit. La CEDEAO a dit, ce sera jusqu'à ce que vous nous proposiez un calendrier qui soit acceptable. Tenable. Donc, c'est une ouverture à la négociation, une ouverture à la discussion. Excuse-moi de te couper, mais il y a de l'enfumage derrière tout ça. Oui, pour finir, pourquoi est-ce qu'on laisse l'ouverture de la discussion et on veut envenimer donc les pensées de la population en lui faisant croire qu'on essaye justement de faire un coup contre elle? Non. Si on pense vraiment dans l'intérêt de la population, on s'assoit et on discute. Puisque tu parles de population, voici les panafricanistes là. Je ne les ai pas entendus quand il y a eu des vidéos de certains Africains qui sont allés attaquer l'ambassade du Burkina Faso. Voici comment on peut me dire qu'on est panafricain et qu'on a justement envie de réagir. Les Africains ne doivent pas se taper sur eux, entre eux. Et là, ils n'ont pondu aucune chose. Tout ce qui les intéresse, c'est Emmanuel Macron. On n'a rien d'autre à faire. C'est-à-dire qu'en fait, à la CEDEAO, mais il ne faut pas faire l'injure. À la CEDEAO, on peut ne pas être d'accord avec Alassane Ouattara, avec le président Nana Addo. Mais quand même, à un certain moment, il y a des gens qui réfléchissent. On ne peut pas laisser, soyons clairs là-dessus, des militaires qui ne sont pas arrivés au pouvoir de façon démocratique installer un pouvoir, annoncer qu'ils vont rester 4 ans. Mais vraiment, moi, je suis choqué par la réaction d'un certain nombre de dirigeants qui veulent diriger l'Afrique et qui font des choses comme ça. C'est votre point de vue, on l'a bien compris, André. Élisée Boulougbo, vous en avez un autre Oui, moi, je voudrais revenir sur la question du peuple et puis, bon, peut-être aller un peu à l'encontre de ce que Ryan a dit. Quand on parle du peuple, en fait, ce n'est pas parce qu'on veut juste se jouer les porte-voix du peuple ou qu'on veut ignorer, en fait, voilà, le fait que la décision prise par la CEDEAO, c'est pour contraindre. On sait que la décision prise par la CEDEAO, ça a cette vocation-là. Ça a la vocation. Mais moi, comme je le dis, je reste pertinemment convaincu qu'il y a des dispositions qui peuvent être... Parce que par le passé, il y a eu des cas similaires. Par le passé, il y a eu quand même un certain nombre de mesures qui ont été prises et qui ont donné des résultats, mais qui n'ont pas forcément été
dommageable à un certain niveau. Lesquels, par exemple, qui s'appliqueraient à une junte militaire? Devient un certain niveau de la population. Je sais par exemple qu'ils avaient demandé, à un moment donné, la junte en Guinée, on avait dit que le président Doumbouya il était interdit de sortir. Il a dit de toute façon, il n'a pas prévu de sortir. Mais en fait, c'est donc ça. il est bien là où il est. Il faut bien comprendre, la dureté de ces mesures n'est pas vaine. C'est justement pour amener à une forme de dissuasion. On a en face de nous une junte militaire. Je ne sais pas si on se comprend un minimum. Justement, certaines personnes s'inquiètent pour dire qu'est-ce qu'on recherche à travers ces sanctions, de façon très claire. Mais que la junte annonce qu'elle part. Oui, non, pas qu'elle annonce qu'elle part, mais qu'elle donne un calendrier qui paraisse raisonnable, qui soit acceptable. Voilà. Ou que la population, au lieu d'être en train de déclarer qu'on lui veut du mal, aille regarder le vrai fondement du problème et s'exprime un tant soit peu également pour trouver un juste milieu entre la durée justement du mandat entre guillemets de cette junte et les sanctions émises par la CEDEAO qui sont au conditionnel. Une chose est sûre, il y a un vrai besoin aujourd'hui, en rapport, en tout cas au regard de la situation au Mali, il y a un vrai besoin de discussion. Tout oui, à mais fait. moi je ne suis pas porte-parole de la CEDEAO, mais je n'ai pas vu qu'ils ont fermé. Au contraire, il y a une ouverture à la discussion. Ils se sont permis de faire partir le diplomate de la CEDEAO qui était... c'est des gens qui veulent discuter, excusez-moi. Ils ridiculisent l'ancien président nigérien qui va... Les gars, c'est ce qui doit nous indigner. C'est vraiment... Et permettez-moi, pour revenir au cas ivoirien, comment un parti politique a pu comparer la situation de Laurent Gbagbo à celle de ses militaires? Laurent Gbagbo, c'était un président démocratiquement élu. Excusez-moi, il a été attaqué par des militaires. On a le droit de les défendre. Mais on n'a pas le droit de défendre des gens qui sont arrivés au pouvoir par un putsch. Et c'est ça. Et justement, à un moment, excusez-moi, on ne fait plus preuve de justice ni de raisonnement équilibré. Parce qu'on ne peut pas dire, j'ai dit hier que quand ils allaient chasser les femmes, Goïta et Doumbouya, ce sont des putschistes. Et c'est ça la réalité. On n'est pas obligé d'être en accord avec Laurent Gbagbo et de ne pas être en désaccord avec cela. C'est deux situations qui ne se ressemblent absolument pas. Voilà, moi je crois que dans la situation qui prévaut, que ce soit en Guinée, que ce soit au Mali, ça doit nous interpeller, surtout nous, la jeunesse africaine. Parce qu'en réalité, bon, tout ce qu'on est en train de voir, hein, nos aînés, tout ça, ben, ils ont fait leur temps un peu en quelque sorte, si on veut le dire. Si ces chefs d'État prennent de telles décisions, moi je crois que c'est pour la jeunesse en fait. Parce qu'il nous faut construire des pays démocratiques. Il nous faut construire des pays où la prise du pouvoir se fait de façon démocratique. Il faut briser dans l'œuf toute velléité de prise du pouvoir par les armes. Pour que les gens comprennent que aujourd'hui, si je veux prendre le pouvoir, il y a des moyens légaux, il y a des voies que la Constitution me donne, que l'État me donne, par lesquelles je peux prendre le pouvoir. Mais pas forcément aller prendre le pouvoir. Parce que ça, c'est des mauvais signaux. La preuve, quand il y a eu le coup d'État au Mali, tout le monde a commencé à tergiverser, on tergiversait, paf, quelques temps après, ça s'est passé en Guinée. Mais qui sera le prochain? Si rien n'est fait, si la CEDEAO ne tape pas du poing sur la table, mais ça peut susciter des exemples dans l'esprit de certaines personnes qui peuvent vouloir aussi aller dans cette aventure-là. Et finalement, on se retrouve dans une région qui est déstabilisée. Comme je le disais tout à l'heure, vous parlez de déstabilisation des régions, je peux faire de rebondir un tout petit peu, mais on parle d'organisation d'élections, de mise en place d'un gouvernement démocratique, mais quand on sait aujourd'hui que même la junte ne contrôle qu'un tiers du territoire malien, comment ça peut se faire? Non, mais c'est ce que je dis là. Non, ce qui est demandé, ce qui est exigé, n'est pas dans l'absolu ou dans les 6 prochains mois, dans les 12 prochains mois de forcément avoir une élection. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais on demande d'avoir... Si vous vous rappelez quand il y a eu le coup d'État sur ATT, que Aya Sanogo est venu. Quand Aya Sanogo est venu, la Côte d'Ivoire, la CEDEAO avait corsé encore des mesures comme ça. Je me rappelle très bien quand le chef d'État devait aller au Mali et qu'il avait fait sortir la population sur le tarmac. On a vu la réaction que la CEDEAO a eue après. Mais comment on est arrivé finalement à décanter la situation? On a mis en place une transition civile dirigée par Dioncounda, le président Dioncounda, qui a dirigé cette transition-là et qui a abouti à des élections desquelles est sorti Ibeka comme président de la République. Donc aujourd'hui, c'est d'avoir quand même des interlocuteurs qui peuvent être représentatifs en réalité du peuple. Donc des civils. C'est ce qu'on demande justement. Mais c'est une transition. Je ne voudrais pas me montrer, donc, j'allais dire, promoteur des propos de quelqu'un qui a dit que les Africains ne sont pas suffisamment ancrés dans l'histoire. Mais j'ai le droit de m'interroger. Quand je vois que dans un pays, aujourd'hui, des Africains soutiennent une situation, alors que au même Mali, il y a eu cette même situation, on a été obligé de faire venir les civils. Et aujourd'hui, vous ne soutenez pas qu'on ramène les civils au pouvoir le plus rapidement possible. Répondons à votre question, Brice. Donc, on est en train de nous expliquer que pour faire les programmes de financement des besoins de l'armée, parce qu'on parle de guerre, on veut contrôler le Mali, non? Pour faire les programmes de financement des besoins de l'armée,
sur le budget de l'État, etc., etc., c'est Assimi Goïta qui va nous donner la preuve qu'il est capable de nous dresser un plan de financement du Mali qui lui permettrait de se libérer. Je ne veux pas douter de ses capacités, mais excusez-moi, les civils sont mieux placés pour mobiliser les ressources qu'il faut pour le Mali, mettre ça à la disposition des militaires pour libérer leur pays. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas les militaires qui vont venir à la présidence et qui, au bout d'un an, qui nous donnent quelle est l'once de territoire qu'ils ont réussi à récupérer. C'est de la propagande, tout ça. On va terminer avec vous, Rihanna. Le dialogue. Je pense que finalement, ce serait la solution à tous ces débats qui s'enveniment, qui seront sans fin, jusqu'à ce que les deux parties s'asseyent et dialoguent. Sauf que pendant ce temps, le peuple malien est en train de souffrir. Malheureusement. C'est pour ça qu'il faut négocier, il faut débattre, il faut dialoguer vite surtout. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois. On va passer à notre Lu entendu de ce soir. Ce sera juste après une courte pause. Pendant que la Côte d'Ivoire est toujours en train de mener la rencontre, il y a toujours 1-0. On voit, tout le monde voit votre sourire. C'est essayer de le dissimuler, mais vous avez du mal à cacher votre joie. Non, parce que... non, mais aussi, on est trop habitué justement à ce genre de rebondissement où la Côte d'Ivoire nous fait espérer, et puis après, bon, on est un peu découragé. Mais là, je vois que ça se dessine bien, donc on espère que ça va continuer pendant encore longtemps. Très bien. Bon, je crois qu'il nous reste encore quelques minutes à tenir, parce qu'avec les éléphants, il faut plier jusqu'à la fin. Bon, notre revue entendue vient de la plateforme Observateur Citoyen, eh bien, qui titre Roger Mila demande pardon au pays maghrébin. Voilà. Pourquoi? Bien, parce que Roger Mila, Élisée Bolugbo aurait tenu, non, plutôt André Bois, je vais me tourner vers vous pour cette question, aurait tenu des propos jugés assez durs contre les pays maghrébins. Le Maroc et l'Égypte, ce sont toujours les Maghrébins qui foutent le, permettez-moi l'expression, bordel. Ici, ils sont ici avec nous, nous les avons acceptés. Si vous n'êtes pas des Africains, allez jouer en Europe, en Asie ou ailleurs, déclarait-il. Et après... C'est ça. Ça veut dire qu'il fait une interview chez un de nos confrères où, à un certain moment, il a ces propos-là qui... voilà, c'est le signe sans doute d'une forme d'exaspération, mais en même temps, je pense que ce n'est pas des propos... c'est une légende du football africain tout court, qu'on soit de l'Afrique blanche ou de l'Afrique noire. Donc, je pense que tout est bien qui finit bien, puisqu'il a reconnu que c'était un dérapage. Mais vraiment, il est clair qu'on doit faire attention. On a un continent, il y a toujours des velléités de rapprochement. Vous savez, quand on est au bord j'allais dire, des frontières avec un autre continent, de temps en temps on a envie de se réclamer de l'autre continent, etc. C'est des choses qui peuvent arriver. Donc, il est arrivé où il y a certains Maghrébins qui se sentent plus en Asie qu'en Afrique, mais ce n'est pas très grave tout ça. Ce qui compte, c'est ce que les États veulent et comment les États veulent conduire les peuples à se parler. Donc, ça relève d'un dérapage et je pense qu'il s'en est dit, les Marocains et les Marocaines sont mes frères et sœurs. Il ne faut pas oublier que je suis très souvent au Maroc. Je ne pensais pas qu'il y avait une polémique. Ce n'était pas l'objectif. J'ai tout simplement dit que nous sommes tous des pays d'Afrique et que s'il y a un pays qui organise une CAN, le Maroc devrait le soutenir. C'est tout. Mais je tiens à m'excuser si les gens ont mal compris. Vous l'avez dit, André, reconnaissant donc qu'il y a eu un dérapage. Et puis, en général, après, vous vous en souvenez, souvent la presse est un peu taxée d'avoir déformé les propos. On les sort et puis après, on dit non. Mais bon, une chose est sûre, vous l'avez dit, tout est bien qui finit bien. Il a reconnu qu'il aurait dit différemment cette chose-là, sans avoir globalement... Surtout pour l'honneur de son pays. Pour son pays. Voilà. Moi, je pense, je peux réagir, Brice, sur la question. Ok. D'accord, moi je pense qu'effectivement il y allait un peu fort parce que j'ai vu la vidéo. J'ai vu la vidéo de l'interview. J'ai trouvé quand même, déjà comme on le dit très souvent, ce n'est pas du simple propos, mais tout l'environnement qui se dégage, mais quand on est en train de tenir ses propos, on savait qu'il avait vraiment gros sur le cœur, il y allait vraiment à fond. On a de très gros mots également. La colère est mauvaise conseillère, dit-on, très mauvaise conseillère. Donc il est allé vraiment à fond et je pense que ce n'était pas la meilleure manière, surtout qu'aujourd'hui, c'est son pays, en fait, qui organise la CAN. Le Cameroun a besoin du soutien de toute l'Afrique. Et quoi qu'on dise, c'est ça qu'il recherchait aussi. Et quoi qu'on dise, si aujourd'hui, on est en train de discuter la CAN au Cameroun, c'est parce qu'il y a une solidarité africaine aussi derrière. Quand on sait les menaces qui étaient autour, quand on sait tout ce que la FIFA même avait proposé, il y avait Gianni Infantino
et qu'aujourd'hui, on soit en train de jouer la CAN. Je crois que déjà, pour cette solidarité qui s'est manifestée au niveau même du continent, même si ce n'est pas forcément ces pays-là, mais au niveau du continent, on doit pouvoir avoir de la retenue. Et c'est en cela que j'ai trouvé que Roger Milla, en plus d'être cette légende-là, de laquelle toute l'Afrique se proclame d'ailleurs, tenu de tels propos, c'était pour moi vraiment un dérapage. Et heureusement, comme on le dit, il s'est rattrapé, il est venu présenter des excuses et autres, tout ça. Donc, comme on le dit, une faute à voir à moitié pardonnée. On peut lui pardonner et puis espérer que ça n'inspire pas d'autres personnes aussi, quoi, en tout cas. Fin de la première partie du talk. Je vous invite à marquer une courte pause avant de recevoir notre invité. Monsieur Maurice Diabaté, il est président du groupe Université Nord-Sud, Institut FAMA. À tout de suite. Le Live Talk se poursuit sur Live TV. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Maintenant, nous recevons ensemble notre invité. Professeur Maurice Diabaté est en notre compagnie sur ce plateau. Il est président du groupe Université Nord-Sud Institut FAMA et de l'Union patronale de l'enseignement supérieur. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Merci d'être en notre compagnie. Bonne heureuse année. Bonne année à vous aussi. Merci beaucoup. Bon, tout de suite, on va aborder des questions de fond. Cette fameuse question, l'inadéquation de la formation et l'emploi reste donc une des principales causes de chômage en Côte d'Ivoire des diplômés. Ça a été dit, redit. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait? Merci beaucoup. Je suis là. Je porte une double casquette. Hein. C'est ça. Bon, la casquette de président de l'Union patronale, des patrons de l'enseignement supérieur et moi-même fondateur d'établissements, de plusieurs établissements, et en même temps agriculteur, etc. J'avoue que c'est une problématique qui est liée à l'évolution du monde aujourd'hui. Vous voyez que, moi je vais vous donner un exemple simple. En 1977, mon numéro de carte d'étudiant, c'était 10 857. Oui. Aujourd'hui, vous avez près de, chaque année, moi j'ai 10 000 étudiants. Vous comprenez quand vous voyez ça? Et quand vous voyez que le nombre d'étudiants aujourd'hui, on en a peut-être autour de 500 000, vous comprenez un peu la masse qu'il y a. Il y a un problème de massification qui existe et qui est un problème, on parle toujours de massification, mais je crois qu'il faut bien prendre ce problème-là. Il faut bien le prendre d'abord, ne pas en faire ni une malédiction, ni une fatalité. Et il faut en faire une richesse. Et il y a ce problème qui se pose entre ceux qui sont formés et le monde de l'emploi, qui est assez difficile. Je vais résumer ça par une phrase du Premier ministre. Il nous a dit, quand il nous a reçus, les agriculteurs, le monde agricole, il nous a dit, dans les 10 ans à venir, la Côte d'Ivoire aura 11 000 demandeurs d'emploi, 11 millions de demandeurs d'emploi. Et l'État peut donner 15 000 par an, multiplié par 10, ça fait 150 000. Donc 11 millions moins 150 000, ça fait 10 850 000 personnes qu'il faut insérer. Un seul secteur peut le faire, c'est le secteur de l'agriculture. Très bien. Donc on a déjà une pose piste. la problématique. Voilà. En fait, moi, j'ai quand même des petites pincettes quand on parle de parler de richesse de ce problème-là, puisque ce problème-là nous amène à un autre problème qui est le chômage. Qui dit chômage dit pauvreté. Donc j'ai du mal à faire le paradoxe entre la richesse et la pauvreté. Qu'est-ce qui est fait concrètement? Quand vous parlez d'un secteur comme l'agriculture, on a du chômage, mais on a un secteur comme l'agriculture qui a besoin d'avoir des personnes qui sont là pour pouvoir remplir ces demandes d'emploi. Qu'est-ce qui est fait concrètement? On ne peut pas parler de richesse. En fait, c'est une richesse. L'homme est toujours une richesse. Et dans le fond, on a cette richesse-là qui existe. Il faut pouvoir Comment on l'exploite alors? Comment on l'exploite? Voilà, c'est ça, c'est ça qui est fondamental. Je dis, le Premier ministre, il a dit ça. 11 150 000. Donc, en face, il y a encore 11 millions. Parce que quand vous enlevez 150 000 de 11 millions, il reste encore 11 millions. Oui, franchement. Alors, il faut pouvoir exploiter cela. C'est pourquoi on parle de chaîne de valeur au niveau de l'agriculture. On parle de production, transformation, distribution. Et les 3 secteurs d'activité seront là pour pouvoir combattre ça. Et il a dit une chose, il dit si le secteur de l'agriculture n'arrive pas à juguler ça, ce serait la catastrophe. C'est pourquoi
il y aura de gros moyens qui seront mis en œuvre par l'État pour pouvoir relancer l'agriculture qui va absorber ce monde-là. Mon deuxième élément de réponse. Donc, de grands moyens seront mis à la disposition des uns et des autres. Oui, moi, je veux juste demander au président, nous, on était beaucoup plus jeunes, hein, et puis on voyait ça chaque fois inscrit à la télévision, le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Et je vois que 30 ans plus tard, c'est toujours la réalité, parce que le succès de ce pays continue de reposer sur l'agriculture. Ce secteur qui sous-tend, je dirais, notre économie, aujourd'hui semble être le secteur, je dirais, le parent pauvre même des retombées économiques en fait. Aujourd'hui, de façon concrète, quelle solution vous proposez pour faire de ce slogan une réalité? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, cette agriculture-là, où le succès de ce pays repose sur cette agriculture-là, mais que cette agriculture soit vraiment pourvoyeuse d'emplois. De vos solutions? Ma solution, j'allais dire la même chose, le président Oufoué l'a dit, hein, que le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Je prends un élément simple, c'est historique. Hein. D'où vient le cacao? Le cacao, il est mexicain. Et c'est là que c'est venu en Afrique, ça s'est développé. Et nous sommes aujourd'hui premier producteur mondial de cacao. Vous avez des chiffres, premier producteur mondial de cola, premier producteur mondial de cajou, etc. Je veux dire par là, lorsqu'il y a une politique dans le temps, lorsqu'il y a une politique organisationnelle, ça marche bien. On ne cessera de dire qu'il faut être un grand homme. Voilà, il a mis en place la Côte d'Ivoire, tout ce qui a été développé, tout ce que vous voyez, c'est venu de quoi? C'est venu du cacao, c'est venu du café, c'est venu de... Aujourd'hui, il y a d'autres spéculations qui arrivent. Donc, il faut organiser le monde de l'agriculture. Comment organiser? Comment organiser ce monde? Comment, mais surtout, peut-être pour que la question soit un peu plus précise, comment justement les acteurs de l'enseignement supérieur peuvent justement contribuer à améliorer justement notre offre au monde agricole? Quelles sont les filières qu'on peut développer? Enfin, quelle peut être votre solution en tant qu'acteur de l'enseignement supérieur? La solution, c'est-à-dire qu'il y a déjà un environnement de solutions. Déjà, la formation y est. Nous faisons beaucoup de formations. L'agriculture demeure une formation clé. L'agro-industrie demeure une formation clé. Je vais vous donner un exemple simple. Il a été créé des universités. Aujourd'hui, il n'y a plus d'université type université de Cocody, non. Toutes les universités sont thématiques. Quand vous prenez la nouvelle université de San Pedro, voilà, il y aura l'université de Mans, d'Aloa. On n'en voit plus de juristes à Daloa parce que c'est l'agroforesterie. Korogo, c'est l'élevage, ainsi de suite. Donc, il y a la mise en œuvre d'un certain nombre de formations qui pourront permettre d'abord, parce que si vous n'avez pas de formation, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On ne pourra pas vous insérer. Il faut donc pouvoir former. Et ici, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il y a deux pans. Il y a l'enseignement supérieur privé et l'enseignement supérieur public. De plus en plus, le privé a pris le pas. Le privé représente à peu près 60% de l'enseignement supérieur. Et là, nous avons beaucoup de formations. Sur les domaines agricoles? Sur les domaines agricoles. Beaucoup de formations dans le domaine agricole. Maintenant, il s'agit de quoi? Comment pouvoir mettre ce monde-là sur le marché? Oui. Bon, je donne un exemple simple. Je prends le secteur du riz que je connais bien. On a commencé à faire des répertoires des métiers. Dans le secteur du riz, par exemple, dans le secteur du café-cacao. Parce qu'il y a toute une multitude de métiers qui ne sont pas exploités. Donc, il y a des études qui ont été faites. Nous, on a travaillé avec la GFOB, on a travaillé avec l'ADERI, le ministère de la Culture, le FIRCA. On a sorti un répertoire. On a trouvé près de 30 métiers qui existent. Et quand les étudiants sortent, c'est un produit brut. C'est ça. Il faut maintenant les spécialiser pour pouvoir les insérer dans ce monde. Mais est-ce que les 30 métiers font l'objet d'un curricula de formation? Bien sûr, il y a un curricula. C'est-à-dire, je donne un exemple simple. Pour former un électromécanicien, c'est tout de l'électromécanique, mais c'est rien de l'électromécanique du riz. Donc, il faut maintenant l'amener dans une rizière, dans une usine de riz, et puis on lui apprend le métier. On a des usines, on a des plantations. Bon, je ne vais pas faire la publicité d'une... Oui, mais si, allez-y. Voilà, je prends Nestlé. C'est Nestlé qui a créé une école sur le cacao en Côte d'Ivoire. C'est des éléments qui sont là, qui démontrent qu'il y a des choses à faire. Nous, par exemple, dans notre secteur, je suis le président des transformateurs de riz en Côte d'Ivoire. J'ai une école des métiers du riz. Où je forme les gens au métier du riz. Mais sur ça, je vais comprendre justement rapidement. Est-ce que dans un institut comme le vôtre, pour former les personnes au métier du riz, l'État envoie des, comment vous appelez ça, des affectés
ou bien l'État a choisi les filières vers lesquelles il envoie ses orientés? L'État choisit des filières. Nous avons des filières, par exemple, vous voyez tout ce qui est BTS, Ouais. ce sont des formations qui sont gérées par l'État. Oui. Le BTS, c'est un examen d'État. Mais justement, est-ce que là, dites-nous en tant que président, on ne veut pas vous inciter à critiquer l'État, C'est ça. mais dites-nous, est-ce que l'État prend Sa suffisamment collaboration. en compte Voilà. ces besoins-là de changer ces curricula et de vous envoyer dans des formations, comme vous le dites, qui sont très, très pratiques pour le monde agricole? Est-ce que l'État fait suffisamment d'ouverture de ce point de vue-là? Bon, il y a la formation théorique, bien sûr, et dans les salles de classe, etc. Il y a des immersions que nous faisons. Quand nous prenons un étudiant qui fait agriculture, il est évident qu'il y a beaucoup qui n'étaient pas sortis d'Abidjan. J'ai eu un étudiant qui n'était jamais sorti d'Abidjan. Donc, quelqu'un comme ça, vous l'envoyez à la plantation, bon, là, vous lui faites une immersion en première année, en deuxième année, il commence à s'habituer. On a ce rôle-là. C'est-à-dire que personne n'a la connaissance dès le départ. Il faut faire une formation théorique et ensuite faire la formation pratique sur le terrain. L'État assure une certaine, je dirais, l'organisation de la formation. Ouais. C'est son rôle régalien. Je vais vous donner un exemple simple. Moi, je vais signer bientôt avec l'Université de San Pedro. Je signe, j'ai travaillé la semaine dernière avec Nangyo Abrogwa. On a travaillé sur quoi? Eux, ils ont des professeurs. On a travaillé sur des thèmes très précis. Comment valoriser les sous-produits du riz? Nous avons par exemple la balle de riz que nous jetons. Comment transformer ça en énergie? Et comme je disais, il faut réinventer la machine à vapeur. En brûlant ça, on fait l'énergie, on fait la vapeur et cette vapeur permet de faire tourner. Donc il y a cette collaboration entre le privé et le public qui permet ce genre de développement-là. Voilà. Donc il y a lieu de travailler là-dessus et puis d'avancer sur ces choses-là. Très bien. Et il y a surtout un grand besoin de faire la promotion de ces espaces. Parce que nous, par exemple, nous apprenons effectivement aujourd'hui que vous avez des filières dans votre institut qui forment dans ce domaine-là, au métier du riz. Donc, de nombreux téléspectateurs. Parce que le problème, vous en parliez tout à l'heure, il faut intéresser les gens aussi à ces choses-là. Et donc, vous avez fait des immersions, donc ce serait important justement. Et je pense que c'est un peu ce qui justifie votre présence sur ce plateau-là, de faire la promotion de ces filières. On va, avec votre permission, marquer une pause. Pendant ce temps, je vous rappelle que la Côte d'Ivoire a remporté son match contre la Guinée équatoriale. Oui, quand même. On respire un tout petit peu, on va la pub et on revient à 1-0 pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Ça fait plaisir. Vous voyez, les éléphants. Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk en compagnie de notre invité, le professeur Moïse Diabaté. Je rappelle, il est président du groupe Université Nord-Sud, Institut FAMA, et puis avec lui, les questions tout à l'heure du point, rôle, ouais. Voilà, du rôle exactement. André, allez-y, Non, vous avez une question? J'avais dit du rôle des différentes entités que sont le privé et les universités publiques pour impacter durablement donc, le monde agricole, par exemple. On en a parlé à l'instant. Moi, je veux bien réagir avec le président qui dit quelque chose de fondamental, en tout cas qui moi m'intéresse, le riz. Parce que c'est, je dirais, la denrée qu'on consomme le plus en Côte d'Ivoire. Et nous tous, on sait très souvent que ce n'est pas facile. Depuis des années, on nous a parlé de l'autosuffisance en riz. On a même vu des politiques qui ont mis en place même des ministères consacrés, dédiés entièrement au riz. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas encore autosuffisant. Qu'est-ce qui explique cela? Et comment est-ce qu'on peut résorber cette situation? Je reviens à quoi si vous faut Boigny. On ne peut cesser de parler de lui. Parce que vous avez fini par rendre jaloux ceux qui sont là. Voilà, dès le départ, il a créé quoi? Il avait son café, il avait son cacao, mais son dada, c'était le riz. Regardez Yamoussoukro. Quand vous regardez autour de Yamoussoukro, il a créé 5000 hectares de bas-fonds aménagés tout autour. Il a recréé la Côte d'Ivoire en faisant un village, en prenant tous les Ivoiriens de tout horizon, en créant un village qu'on appelle Yabra. Il a appelé ça un campus. Et il a développé la riziculture. Et il a fait venir, il a mis une usine. Yamoussoukro, il n'y a rien, il n'y a pas d'autre industrie. C'est cette usine. C'est cette seule usine qui existait. Et c'était son joyau. Chaque président de la République qui venait lui rendre visite, il ne va pas leur présenter une plantation de café cacao. Il les amène là. J'ai un document exceptionnel avec le livre d'or qui m'a été passé par mon grand frère qui était l'usine, le directeur de l'usine. Tous les chefs d'État, Bokassa, le président Mobutu, tous ceux-là sont passés là parce que ça représentait quelque chose pour lui. Et je vais vous raconter une histoire.
On dit que la Côte d'Ivoire était autosuffisante, mais c'est dû à quoi? Ça a été à la fois conjoncturel et structurel. J'explique. Il y avait la guerre du Chaba. Lorsque Mobutu est venu, il avait besoin de riz. Il dit, mais vous avez beaucoup de riz ici quand il allait visiter le président. Ah oui, j'ai du riz ici. Et il y avait des milliers de tonnes de riz. Et il a fait partir ça au Zaïre. Voilà comment la Côte d'Ivoire, on a dit, la Côte d'Ivoire a été autosuffisante. Il a continué ce programme. Il y avait la Soderie, qui a été un succès, je dirais, mitigé parce que les sociétés d'État avaient leurs difficultés de gestion. On a décidé à un moment donné de privatiser. Mais c'était une privatisation avec soutien de l'État. Et cette privatisation a été faite en 82. Donc de 82 à 87, nous avons très bien fonctionné. Les usines qui étaient là ont été cédées. Ils ont créé des pôles de développement dans toutes les régions, 6 régions. Et nous avons travaillé. Et le président Houphouët, là, chaque fois qu'on allait le voir pour lui dire « Ah, président, bon, il y a des subventions, on veut qu'on élimine ça. » Et non, vous n'avez rien compris. La vérité, ce n'est pas la vérité des prix, c'est la vérité des hommes. Jamais de mon vivant, mon peuple ne va payer du riz au-delà des 160 francs. Aujourd'hui, on voit bien que ce n'est pas le cas. Alors, comment on fait? La question n'est pas répondue. Non, la question n'est pas répondue. Dans notre approche aujourd'hui, pour revenir un peu sur la question d'Élysée, qu'est-ce qui manque dans notre approche aujourd'hui pour refaire vivre le rêve d'Houphouët? C'est ça. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Je sais que le gouvernement a créé des pôles pour la production de riz, etc. Aujourd'hui, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et puis, quel peut être justement le regard de la formation des formateurs sur cette ambition-là? D'abord, il faut prendre l'historique. Je viens de vous faire l'historique. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire a déjà des acquis. La Côte d'Ivoire a une mémoire, la Côte d'Ivoire a une terre fertile, la Côte d'Ivoire a 4 cours d'eau qui traversent notre pays. Ça veut dire, quand vous prenez de l'est à l'ouest, vous avez ces 4 cours d'eau là avec leurs affluents. Ça veut dire que toutes les conditions climatiques sont réunies. Ça, c'est la première des choses que beaucoup de pays n'ont pas. Alors, l'idée d'Houphouët a été développée et je dis ce qui n'a pas marché, c'est que nous ne travaillons pas dans le temps. Nous ne sommes pas résilients. Voilà, nous ne sommes pas résilients. Nous ne sommes pas dans la durabilité. Dès qu'il y a une petite difficulté, c'est fini. On arrête. Là, on est encore dans le diagnostic. Mais en termes de solution, professeur. Justement, j'arrive à la solution. La première des solutions, il faut être résilient. Il faut croire en ce qu'on fait. Il faut se donner un programme. On nous a donné combien de programmes sur on parle d'autosuffisance alimentaire. Moi, je ne parle pas d'autosuffisance alimentaire. Moi, je parle de souveraineté alimentaire. Parce que quelqu'un qui n'arrive pas à se nourrir, il n'est pas souverain. La souveraineté, elle peut être politique, elle peut être tout. Mais si tu vis en achetant, la Côte d'Ivoire importe 1 million de tonnes, 1 milliard de riz par jour, là, il y a un problème. Voilà, c'est ça qu'il faut pouvoir résoudre en essayant, ça fait 360 milliards. Vous voyez l'impact sur la balance de paiement. Et ça vient d'ailleurs. Et ça, il faut le produire ici. Pour le produire ici, il faut faire un programme, comme on a commencé à le faire. Le président Ouattara a mis tout un programme en place. Il y a 30 usines qui se développent, il y a des usines privées qui sont à côté. Mais 30 usines qui se développent. Qui sont en train d'être construites. Voilà, il y a des gens qui sont finis, il y en a qui sont en cours de construction, il y a des privés comme moi, il y en a qui ont d'autres usines déjà. Il faut pouvoir lancer cette politique. Mais je le dis, on a fait un premier programme. On a dit, en 2015, on sera autosuffisant. On a révisé la stratégie, on dit 2020. Après, on est arrivé à 2025. Là, vous disiez tout à l'heure que le Premier ministre a dit dans 10 ans, donc on va à 2030. Le problème? Pourquoi on n'a pas le problème, pu je vais vous dire la vérité. Diagnostiquons clairement Il et puis faut on être propose des résilient. solutions. Un programme comme ça ne s'applique pas sur 5 ans. Je vais vous donner l'exemple de l'Inde. Voilà. Moi, j'ai envie de poser une question que Rihanna pose souvent sur ce plateau-là. Voilà. C'est quand on décide de dénoncer ce genre de dette, sur quoi on compte? Sur quoi on compte? Vous dites, Parce qu'on dit 2015, ça dit, allez, attention, 2015. Voilà. Est-ce que ce n'est pas des programmes de campagne, finalement? Non, ce n'est pas politique. Ce n'est pas politique, c'est plutôt, je dirais, technique. Je crois que ceux qui développent ça, il faut pouvoir être dans l'histoire du riz pour comprendre. Il faut pouvoir se frotter à des gens. Nous, on voyage beaucoup. On va en Inde, on va partout, on a des panels, etc. Je vais vous donner l'exemple de l'Inde. L'Inde, il y a 40 ans, importait du riz des États-Unis. Et puis un jour, ils se sont assis et dit, attends, là, ça ne va pas là. Qu'est-ce qu'on fait? Ils se sont donné un programme de 40 ans pour pouvoir
atteindre l'objectif. Eh bien, voilà. Voilà. Ils Donc, m'ont 40 ans. l'air plus raisonnable. Voilà, c'est raisonnable. Ce n'est pas la peine de dire je veux le faire dans 5 ans. Non, c'est des programmes qu'on établit. On fait des plans quinquennaux et puis on part phase par phase. Et puis on atteint nombre d'objectifs. L'Inde aujourd'hui, c'est quoi? C'est le quart du monde. Ils se nourrissent et puis ils sont premiers exportateurs mondiaux. C'est ça qu'il faut que nous nous disions. Ça ne sert à rien de se fixer des objectifs, dire bon, en 2025, on va pouvoir faire ça. En 2025. Il y a une élection en 2025. Donc, Voilà. il y a C'est pas lié aux élections, C'est pas mais vrai. c'est lié à l'idée que certains décident. Bon, il y a une stratégie. Vous savez, il y a la stratégie du développement de la riziculture qui est devenue une stratégie africaine. Hein. Chaque pays en Afrique, bon, il y a une coordination que nous suivons, nous sommes membres de cette coordination-là. Ce n'est pas forcément politique, mais c'est des idées qui ne sont pas bien appliquées. Voilà, Président, on a parlé du riz, vous avez apporté votre solution, mais moi je suis intéressé par les autres cultures de rente en fait. On a le café, on a l'EVA, on a le cacao et autres, tout ça. Mais pourquoi pour ces différentes matières dans lesquelles la Côte d'Ivoire est leader au niveau mondial, on n'a pas des filières de formation en tant que telles sur la chaîne de valeur? Je prends un exemple, par exemple le cacao, pour lequel on est le premier, et on sait qu'on produit du chocolat et autres, tout ça, mais dans nos écoles, dans nos universités, on ne voit pas de filière où on étudie toute la chaîne de valeur sur le cacao. Peut-être que ça existe, que je ne sais pas. Non, mais en non, tout cas, je ne vois ça n'existe pas tout à fait. C'est-à-dire il y a un début de commencement qui est fait à Yamoussoukro. Il y a une école du cacao qui a été créée sur l'initiative de Nestlé. Je n'ai pas voulu donner le nom tout à l'heure. Et qui se développe. Il y a plusieurs filières comme ça. Par exemple, l'ANACAD, il y a un développement sectoriel en matière de formation sur ces cultures. Qu'est-ce qu'on veut faire aujourd'hui? On veut développer la chaîne des valeurs. Il ne s'agit plus d'être là, être producteur de cacao brut. Il faut maintenant passer à la transformation. Et ensuite à la commercialisation. Pourquoi ne pas faire des traders ivoiriens qui savent ce que c'est que leurs produits, qui savent pouvoir vendre leurs produits? Mais c'est ça qu'il faut pouvoir développer. Et la problématique posée par le Premier ministre, M. Achipate, c'était ça. 11 millions de demandeurs d'emploi. Il faut pouvoir développer cela. Faire la formation, Pardon, créer. Brice, je vais juste relancer en fait. Ce n'est pas que je veux vraiment minimiser, mais aujourd'hui quand je regarde par exemple, ce qui motive ma question, vous voyez, on est producteur du cacao, on est le premier producteur d'anacad et autres, tout ça. On n'a pas de filière de formation vraiment sur la chaîne de valeur. Alors que par exemple, on a des filières qui aujourd'hui enregistrent des centaines de milliers d'étudiants, mais qui en réalité n'ont pas de valeur ajoutée sur la base même de... Ou du moins qui n'ont pas, je dis, un acquis ou un apport, comme c'est le cas par exemple du cacao ou bien de l'anacad. C'est un peu ça mon inquiétude en fait. C'est ce qui suscite ma question. Est-ce qu'il n'y a pas mieux de reformer à ce niveau-là pour voir le curriculum de formation et puis aller sur cette base? Juste un ajout pour dire que justement on a beaucoup de formations aujourd'hui dans les parcours, dans les filières universitaires qui ne sont pas connectées à ce monde agricole-là. Je pense qu'on peut former des RHCOM qui demain pourraient se retrouver à gérer, à accompagner la coopérative Tartampion, à s'ouvrir. Les comptables. Mais pourquoi justement ce paradigme-là, il n'est pas changé, que ce soit dans votre organisation ou dans vos styles? Pourquoi aujourd'hui les étudiants qui sortent de RHCOM n'ont pas le sentiment qu'ils peuvent servir demain dans une petite unité de production agricole? D'abord, il faut un changement de mentalité. Voyez-vous, la dernière fois, il y avait une journée à Dimokro où il y avait le lancement des journées carrières. C'était ça la problématique. Vous demandez à quelqu'un qui est né dans le monde rural, qui a vu papa, qui a un lopin de terre, il a travaillé dur là-dessus toute sa vie. Il n'a pas eu... chaque fois, pour que tu puisses aller à l'école, il a eu des difficultés. Vous demandez à un étudiant, à son fils, va au village, va faire la terre. Ça pose déjà un problème. C'est pourquoi il faut créer un environnement déjà, qui lui permet d'espérer de rester là où il est. Et ça, c'est la première des choses à faire. Et deuxième chose importante, il faut la mécanisation. Ça, c'est important. J'ai une fondation que j'appelle la Fondation FAMA. Le thème, c'est quoi? Un village, un tracteur. Il y a 8000 villages en Côte d'Ivoire. Si nous arrivons à faire en sorte que chaque village ait un tracteur, c'est comme si vous donnez une usine à chaque village. Ça leur permet de faire un développement, de produire, d'avoir une rentabilité meilleure. Ça leur permet d'avoir beaucoup plus de revenus et puis ça leur donne une vie plus longue. Et puis en termes de formation, peut-être c'est pas moi qui le dis, mais j'y pense quand vous me parlez de ces tracteurs. C'est-à-dire que demain on va former des conducteurs de ces tracteurs, on va former des mécaniciens de ces tracteurs. Voilà. Il va y avoir une filière qui va fournir de l'huile, des ça. pièces de rechange, etc. Exactement.
Il y a tout autour de ces projets-là. Et c'est comme ça. Tant que nous n'allons pas arriver d'abord, parce qu'il faut, c'est une chaîne de valeur. C'est ça. Vous prenez aujourd'hui les 2, 3, 4, 11 millions d'Ivoiriens qui doivent travailler, vous leur dites, choisissez entre le secteur de l'agriculture, les 3 maillons. Secteur 1, primaire, agriculture, tu restes au village. Secteur 2, industrie. Secteur 3, commercial. Mais vous verrez que 80% iront au secteur commercial. Je dirais même 90%. Mais en réalité, les gens les plus riches, ils sont où? C'est la terre. Mais c'est là que se trouve la richesse. Et c'est pourquoi il faut amener les gens à comprendre que là, ils peuvent gagner de l'argent. Il faut leur faire comprendre qu'ils ne vont pas gagner de l'argent en travaillant toujours à la DABA. Et que ce sera mécanisé et qu'ils pourront gagner leur vie et bon, ils vont vivre normalement comme ceux qui vivent. Très bien. Mais moi, j'ai juste envie une question. Élisée parlait de la chaîne de valeur, il parlait de filière et tout ça. Moi, j'ai envie de dire, aujourd'hui, si on veut, de façon très concrète, mettre en place la filière conducteur de tracteur, par exemple, qui propose, conducteur d'engin, qui propose, est-ce que c'est le gouvernement à qui on soumet ça, qui dit désormais, dans les universités, on enseigne conducteur d'engin, ou bien c'est vous qui propose des filières de formation globalement? En gros, est-ce qu'il vous est possible, vous, de créer une filière avec l'accord ou sans l'accord du gouvernement? On n'a pas besoin de l'accord du gouvernement. Okay. Bon, sur certaines filières spécifiques, on a besoin parce qu'il y a des filières qui font partie des filières qui sont contrôlées par l'État. Quand vous allez au port, vous voyez tout juste après Soptra, il y a une école de formation à la mécanisation, les engins d'élevage et tout ça. Vous savez combien gagne un conducteur gagne 500 000, 400 000 par mois? Voilà. C'est ça la réalité. Vous prenez un conducteur de bulle, etc., qui a à peine le niveau CM2 et tout ça. Ben, quand vous allez le voir, vous discutez, vous dites c'est 300 000, 400 000 ou rien. Je dis par là, il y a de quoi faire. Et aujourd'hui, il y a une évolution certaine sur le matériel agricole. Vous avez des tracteurs qui sont climatisés, qui sont à boîte automatique et qui ont des ordinateurs à bord, qui ont des GPS. Ça ne doit pas être conduit par quelqu'un il faut qu'il ait un certain niveau, il faut qu'il ait un niveau de formation. Très bien. Voilà. Donc, il faut surtout, monsieur le Président, c'est qu'il faut qu'il y ait aussi dans vos spots, la prochaine fois, pour la prochaine rentrée, il ne faudra pas mettre forcément en avant BTS Finance Comptabilité, il faudra mettre également BTS conducteur de BTS au métier du riz. Au métier du riz. Ça va, pour qu'on sache également que ça existe. Ça existe. On fait à partir du moment où ils ont fait la formation BTS Agriculture, on leur fait la spécialisation. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir été sur notre plateau. Professeur Moïse Diabaté, je rappelle que vous êtes président du groupe Université du Nord-Sud, Institut FAMA. Merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. On aura certainement d'autres occasions de vous retrouver sur notre plateau, vu que vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes également président de l'Union patronale de l'enseignement supérieur. Vous avez été élu le 9 septembre 2021. C'est ça, tout à fait. Pour un mandat de 3 ans. Pour un mandat de 3 ans. Très bien. Merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. Merci à vous, beaucoup. téléspectateurs. Merci à toutes les équipes techniques et éditoriales. Merci Rayana, André et Élisée Bologbo. On vous retrouve demain pour un moment de décryptage et pourquoi pas, on parlera du riz et surtout de la victoire des éléphants ce soir face à l'équipe de Guinée équatoriale. C'est ça? C'est Guinée-Bissau qui est équatoriale. Je m'en souviens même plus parce que c'est une victoire et nous allons la savourer ce soir. Bravo aux éléphants et bravo à toutes les équipes. À demain. Dieu veille sur vous.